Dans cette vidéo, je vais partager 6 leçons tirées du livre intitulé « L'homme le plus riche de Babylone ». C'est l'un des livres financiers les plus célèbres et les plus anciens. Le livre raconte une histoire qui s'est passée à Babylone dans l'Antiquité. Le livre est écrit sous forme d'histoire. Pour résumer, un jeune homme demande à une personne riche de le guider et l'homme riche lui apprend lentement les règles de la richesse. La plupart des idées contenues dans le livre semblent relever du bon sens, mais cela ne veut pas dire que ce soit une pratique courante pour autant. Leçon numéro 1, payez-vous d'abord. Pour chaque tranche de 10 pièces que vous gagnez, donnez-vous d'abord une pièce. Quel que soit le montant que vous gagnez, mettez de côté au moins 10% de vos gains pour l'investissement avant de dépenser pour autre chose. On pourrait dire « tout ce que je gagne est à moi ». Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le gouvernement prend d'abord sa part, puis vous payez le loyer, l'assurance, etc. Dans le livre, il y a une analogie entre les dépenses et l'esclavagisme. C'est une façon très puissante de voir chaque dépense comme vous étant l'esclave de quelqu'un d'autre. Si je gagne 3 000 $ par mois et que je paie 1 000 $ de loyer, cela signifie que je suis esclave pendant 10 jours pour mon propriétaire, 2 jours pour ma compagnie d'assurance, 1 jour pour mon fournisseur d'accès Internet, etc. Et c'est ainsi que la plupart d'entre nous finissent par payer tous les autres, mais pas nous-mêmes. Certaines personnes qui regardent la vidéo diront que 10% c'est trop pour l'investissement. Si vous faites partie de ces personnes, imaginez alors le scénario suivant. Imaginons que vous alliez travailler demain et que votre patron vous dise que l'entreprise est dans une très mauvaise situation et qu'il doit vous licencier ou que vous acceptiez de travailler avec 10% de salaire en moins. Je suis sûre que vous serez très en colère, que vous vous plaindrez pendant un certain temps, mais vous ne quitterez pas votre emploi. Au bout d'un certain temps, vous vous adapterez à la nouvelle situation et vous ne ressentirez même pas la différence de qualité de vie. Je pense personnellement que vous ne devez pas commencer avec 10%. Vous pouvez même commencer avec 3 ou 5%. L'important est de commencer avec un certain montant pour que vous commenciez à entraîner vos muscles d'épargne. Une autre analogie puissante est de voir chaque dollar ou peso que vous économisez et investissez comme un nouveau soldat que vous ajoutez à votre armée et qui va se battre jour et nuit sans relâche pour capturer un autre soldat pour travailler pour vous. Et ce soldat, nouvellement capturé, va également se battre pour capturer un autre soldat. Ce processus se poursuivra. Mais si vous commencez à dépenser, vous commencerez alors à tuer vos propres soldats. Je voudrais maintenant vous donner mon avis sur cette leçon, car c'est l'idée centrale de ce livre. De nombreuses personnes qui lisent le livre commencent à économiser 10% et à investir à long terme, et comptent sur cette stratégie pour s'enrichir. J'ai fait la même chose moi-même, mais j'ai ensuite arrêté et voici la raison. Lorsque vous investissez dans l'intérêt composé à long terme, il faut beaucoup de temps pour voir le résultat et la plupart des résultats arrivent dans la dernière étape de votre vie, lorsque vous êtes déjà vieux. Par exemple, si vous investissez 100 000 $ avec 10% pendant 40 ans, vos gains finaux seront de 4,2 millions, ce qui semble formidable. Mais ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'après 30 ans, vos gains ne sont que de 1,7 million. Après 20 ans, ils sont de 672 000. Si tout va bien, oui, vous pouvez gagner beaucoup d'argent en vous appuyant sur les intérêts composés et en investissant à long terme. Mais voici la grande question. Voulez-vous vraiment être riche à 65 ans? Voulez-vous conduire la voiture de vos rêves à 65 ans? Je ne vous connais pas, mais je ne le veux pas. Je veux profiter de la vie quand je suis jeune, quand il y a de l'énergie en moi. Je ne dis pas qu'économiser 10% et investir à long terme ne fonctionne pas. Non, ça marche et pour beaucoup de gens, c'est un excellent moyen. Mais si vous êtes jeune et que vous voulez vous enrichir pendant que vous êtes jeune, alors économiser 10% et investir à long terme n'est peut-être pas une bonne façon de faire. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'investir à long terme et j'ai commencé à placer mes 10% d'économie dans des opportunités commerciales. Leçon numéro 2. Ne prenez conseil qu'auprès de personnes compétentes dans ce domaine. Le livre illustre ce point par une histoire où le personnage principal investit son argent auprès de marchands de bijoux étrangers qui promettent de rapporter des bijoux rares à bas prix. Il a été escroqué et a reçu de faux bijoux. Si vous me le demandez, je dirais qu'il ne suffit pas de se fier aux experts. Vous devez comprendre le secteur et faire vos propres recherches avant de rencontrer un expert. Mon expérience m'a appris 3 grandes leçons sur les experts, surtout dans le domaine financier. Premièrement, les experts sont les personnes qui sont engagées par l'entreprise et qui sont payées par celle-ci. Donc, quel intérêt vont-ils défendre? Le mien ou celui de la société qui paie leur salaire? Je suis donc généralement sceptique quant à ce qu'ils m'offrent, parce que ce qu'ils offrent est généralement dans l'intérêt de la société et non dans le mien. Deuxièmement, chaque fois que certains experts me disent que c'est le meilleur produit dans lequel investir,
Je lui demande toujours s'il y investit personnellement, si c'est une si grande opportunité. La plupart du temps, ce que je constate, c'est qu'il essaie de vendre quelque chose qu'il ne mange pas lui-même. Les meilleures opportunités d'investissement ne nécessitent pas de publicité sur une brochure. En fait, les meilleures opportunités d'investissement ne sortent même pas de la salle des bureaux. Elles sont consommées en interne. Lorsqu'une société immobilière ou son employé trouve le meilleur bien immobilier, il n'y va pas pour l'annoncer sur le site web. S'il le peut, il l'achète lui-même ou veille à ce qu'il soit acheté en interne par son entreprise ou ses collègues autour de lui. Ma troisième leçon avec les experts concerne les frais. Les frais sont les tueurs de vos gains, surtout à long terme. Cependant, la plupart du temps, les frais sont présentés comme un point mineur. Mais laissez-moi vous donner un exemple et vous verrez que les frais de 1% font une énorme différence sur le long terme. Imaginons que votre grand-mère vous donne à vous et à votre frère 100 000 $ chacun en cadeau. Vous pensez tous les deux que vous êtes jeunes et que vous n'avez pas besoin de cet argent maintenant. Alors, vous décidez de l'investir à long terme. Votre frère fait des recherches et trouve une entreprise qui demande 1% de frais et paie 11% d'intérêt. Mais vous ne faites pas de recherche et vous investissez dans une entreprise qui demande 2% de frais et paie également 11% d'intérêt. Passons rapidement à 30 ans et voyons comment une différence de 1% dans les frais influe sur vos revenus. Après 30 ans, les revenus totaux de votre frère seront d'environ 1 744 000 $, mais vos revenus seront de 1 326 000 $. Comme vous pouvez le voir, tout est identique. Seule une différence de 1% dans les frais entraîne une baisse de revenus de 418 000 $ par rapport à votre frère. En d'autres termes, vous perdez 23,9% de vos revenus à cause d'une différence de 1% dans les frais. Leçon numéro 3. Les gens qui agissent ont plus de chance parce qu'ils créent leur propre chance. La chance prend souvent la forme d'une opportunité que vous devez saisir au bon moment. Les hommes d'action, qui sont prompts à saisir les opportunités et en tirer le meilleur parti, sont ceux qui ont de la chance. La procrastination lors de la prise de décision n'entraîne que des regrets. Les procrastinateurs et les exécutants sont confrontés au même nombre d'opportunités. Ce qui les différencie, c'est la quantité d'opportunités que les exécutants tentent de saisir. Au moment où la différence entre les deux s'accentue et où le procrastinateur commence à penser que l'auteur a eu de la chance, qu'il est né dans la bonne famille, qu'il a le bon bagage génétique, etc. Il y a quelques semaines, je parlais à un ami et nous avons commencé à parler d'un livre intitulé « Pensez et devenez riche ». Il m'a dit qu'il avait vu beaucoup de gens acheter et lire ce livre, mais qu'il n'avait jamais vu quelqu'un devenir vraiment riche. Il essayait de prouver que les idées contenues dans ce livre ne fonctionnent pas, ce que je ne partage pas. Je crois fermement que les gens ne deviennent pas riches parce qu'ils n'agissent pas. Ils lisent le livre, commencent à dire quelques affirmations, à se fixer des objectifs, à visualiser, et c'est tout ce qu'ils font. Ils ne prennent pas de fichues mesures. Ils veulent gagner 1 million de $ à la loterie, mais ils n'agissent même pas et n'achètent pas de billets de loterie. En fait, je n'ai jamais acheté de billets de loterie de ma vie. Mais même si votre objectif est de gagner à la loterie, il faut faire quelque chose, c'est-à-dire au moins acheter un billet de loterie. Beaucoup de gens croient que s'ils se représentent constamment une vie riche, l'argent apparaîtra comme par magie sur le pas de leur porte, et que si cela n'arrive pas, ils disent que penser et devenir riche est une connerie. Si vous voulez avoir de la chance, si vous voulez être riche, agissez. Leçon numéro 4, n'espérez pas recevoir une somme forfaitaire en espèces. Au lieu de cela, travaillez pour obtenir un flux de trésorerie constant. Beaucoup de gens souhaitent hériter de l'argent ou gagner à la loterie, mais toute somme forfaitaire que vous gagnez finira par être nulle et vous serez à nouveau ruiné. De nombreuses personnes qui reçoivent une somme forfaitaire dépensent la totalité de leur argent en un an. Vous avez probablement déjà vu des personnes qui suivent un régime strict et perdent beaucoup de kilos en peu de temps, mais au bout d'un certain temps, elles retrouvent leur forme et leur régime antérieur parce qu'elles n'ont pas développé les systèmes et les habitudes nécessaires. Le plus fou est que, généralement, les personnes qui s'enrichissent soudainement ne sont pas mieux loties que lorsqu'elles ont commencé. Leur mode, leur niveau de vie et tout le reste sont étonnamment les mêmes. Devenir riche, c'est comme apprendre à faire du vélo. Une fois que vous l'avez appris, vous ne l'oubliez jamais et personne ne peut vous l'enlever. Même après de nombreuses années, vous pouvez toujours en faire. Il y a quelques jours, j'écoutais un PDG qui disait « Vous pouvez nous enlever tout ce que nous avons maintenant et nous laisser sans rien au milieu de nulle part, et nous serons au même endroit après une courte période de temps. » J'ai vraiment aimé son attitude et je pense qu'elle explique bien le message principal de cette leçon. Leçon numéro 5. Investissez dans votre capacité à gagner plus. Qu'est-ce que cela signifie réellement ? Cela signifie que vous devriez consacrer votre temps à améliorer vos compétences, vos connaissances et votre capacité à gagner plus d'argent. Il s'agit là d'une des règles d'or, pourtant constamment négligée. La plupart des gens cessent d'apprendre une fois qu'ils ont terminé l'école. D'autres apprennent tout au long de leur vie.
Jusqu'à leur mort, à disons 90 ans, ils continuent d'apprendre et de s'améliorer. Cela leur donne un énorme avantage sur la durée. Alors que le travailleur moyen rentre chez lui après le travail pour regarder la télévision et il ne fait rien pour s'améliorer. Leçon numéro 6. Vous perdrez de l'argent si vous laissez la cupidité obscurcir votre jugement. Il y a une différence entre avoir de grands rêves et laisser vos rêves et votre cupidité influencer vos décisions. Une fois que l'avidité prend le dessus, vous commencez à croire des choses irréalistes et à ignorer les faits. Vous voulez tellement que ce soit vrai que vous cessez de vous poser des questions. Des choses plus folles ont déjà été accomplies auparavant. Mais cela ne signifie pas que vous adhérez à la promesse de quelqu'un qui vous offre un rendement magique. C'est une arnaque. Si vous étudiez les investisseurs à succès comme Warren Buffett, vous verrez qu'ils sont très conservateurs dans leurs investissements. Ils préfèrent construire lentement plutôt que de se précipiter sur une opportunité risquée. C'était la première leçon. Si je devais résumer ce livre en 2 phrases, ce serait ceci. Premièrement, économisez et investissez 10% de ce que vous gagnez auprès de personnes et d'entreprises qui sont compétentes dans leur domaine afin de gagner plus d'argent. Deuxièmement, pensez à chaque dollar que vous gagnez en tant que travailleur qui travaille pour vous. Assurez-vous qu'il travaille pour vous faire gagner plus d'argent, et non moins. Enfin, en tant que lecteur, j'ai quelques commentaires à faire sur le livre lui-même et sur l'auteur. La langue dans laquelle ce livre est écrit donne parfois l'impression de lire un vieux livre religieux. Dans certains paragraphes, il semble également ennuyeux et difficile de comprendre ce que l'auteur essaie de dire. Maintenant, parlons de l'auteur. George Clason n'était pas l'une des personnes les plus riches de son époque, ce qui soulève un scepticisme sain et vous fait dire « qu'est-ce qui le rend crédible pour donner des conseils financiers ?» Après recherche, il s'avère que le livre n'a pas vraiment été écrit à l'époque où il a été présenté. En fait, George l'a écrit en 1926, quelques années après la Grande Dépression. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur George Clason. Ce que je sais, c'est qu'il n'était pas l'une des personnes les plus riches de son époque, car des magnats du monde des affaires, comme Carnegie, Ford et Rockefeller, vivaient à son époque et vous savez probablement à quel point ils étaient riches. Malgré le scepticisme, cela ne signifie pas pour autant que ces principes sont erronés. D'après ce que j'ai vu, beaucoup d'autres millionnaires et milliardaires disent des choses similaires sur la création et la préservation des richesses. Lorsque vous lisez un livre, il est très important de différencier le message et le messager. L'auteur du livre est le messager, et ce qu'il dit est le message. Il y a plusieurs auteurs que je n'aime pas personnellement, mais ils ont des messages précieux, et j'essaie de ne pas mélanger le message et le messager. Parfois, les gens font des commentaires négatifs à mon égard, à l'égard de la chaîne ou de l'auteur, mais ils ne comprennent pas que je ne suis que le messager. Il est important de juger le message et le messager séparément. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!